Didier Moers, directeur général des services du SIARP. Donc, nous sommes un syndicat d'assainissement en région parisienne, dans le Val d'Oise, et nous réalisons énormément de chantiers avec les techniques du sang tranché. Donc, et à ce titre, nous sommes adhérents à la FASTT, la Fédération des travaux sans tranchées, et nous avons souhaité faire cette présentation de la conception à la réception des travaux sans tranchées pour donner toutes les informations dont les maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, assistants maîtres d'ouvrage ont besoin pour réaliser leurs travaux sans tranchées. Voilà. Et on se retrouve maintenant pour un focus qui est intitulé « Les bonnes pratiques du sans tranché de la conception à la réception ». Et on a sur scène avec nous M. Didier Moers, enchanté, donc de la SIARP, collectivité d'assainissement. On a M. Berens, qui est ici responsable produit infrastructure du cabinet Merlin. Et enfin M. Lagubo, qui est président de Lagubo-Broncel. Donc je vous laisse la parole. Bonjour à tous, donc j'ai l'exercice difficile de commencer. L'idée c'était de vous présenter en quelques minutes, et c'est ça le gageur, les bonnes pratiques des travaux sans tranchées. On a été très ambitieux parce qu'on parle de la conception jusqu'à la réception. Donc on a conçu en fait cette présentation avec des slides un peu chargés, mais qui ont la volonté, vous pourrez les retrouver donc, sur le site, et vous pourrez rentrer dedans et consulter les documents qui sont cités, notamment pour ma partie conception. Je fais beaucoup de rappels sur les documents. L'idée c'est de dire, vous n'êtes pas seul et il n'y a pas rien pour vous aider. Le premier document dont on va parler, ce sont les nouveaux fascicules, enfin nouveaux, ils datent de 2021 maintenant, ils ont été publiés en 2021. Ces fascicules sont importants parce qu'ils ont été conçus de manière didactique et ils aident à la conception. Et dans la rédaction de ces fascicules, on revient beaucoup sur la conception, et la grande particularité de cette nouvelle version, c'est que les travaux sans tranchées iront de leur place pleine et entière. Donc vous retrouvez les informations sur les données préalables, sur le dimensionnement, sur la mise en œuvre et sur la réception des travaux. Donc c'est vraiment les premiers documents à consulter. Ensuite, vous avez un cortège de normes. Alors là c'est pareil, on ne va pas vous les citer toutes, elles sont nombreuses. Elles sont sur des projets d'eau potable, d'assainissement, mais également des projets d'eau potable. L'intérêt de ces normes, c'est qu'en fait, vous avez une présentation des techniques. Donc, par exemple, ici, vous avez des organigrammes avec le positionnement de chacune des techniques. Donc, on va retrouver du micro-tunnelage, on va trouver la pose par fusée. Je suis désolé, l'écran est un peu petit, donc je ne vois pas tout. Et donc, pour chacune de ces techniques, vous avez, outre sa présentation, et des tableaux qui permettent de déterminer les caractéristiques principales. Donc, à quel matériau ça s'applique, les caractéristiques géométriques, les performances, notamment par exemple en termes de pression pour les applications de pression, les caractéristiques d'installation, les manuels d'installation, et ainsi de suite. Là sont deux slides qui présentent la technique du chemisage polymérisé en assainissement, avec les deux techniques, soit par tractage, soit par réversion. Et donc, pour ces deux techniques, vous avez des aides à la conception de vos projets de réhabilitation. Alors, dernier document général, le guide d'application de la réglementation des travaux à proximité des réseaux. Donc c'est l'objet de ce document est porté dans le titre. Et en fait, vous avez le guide technique qui est donc très intéressant parce que, et je dirais intéressant et indispensable, dans la mesure où il est terminé par un ensemble de fiches. Et vous allez retrouver, alors c'est plutôt pour les travaux sans tranchées neufs, mais vous allez retrouver un certain nombre de prescriptions, outre la présentation de la technique, des prescriptions pour la mise en œuvre, et donc à viser de protéger les réseaux à proximité des travaux, et également des recommandations qui ont un caractère obligatoire. Il ne faut pas oublier les chartes de qualité, elles sont disponibles sur le site de l'AST, Didier Moers pour en dire un mot, parce que c'est l'animateur du groupe de travail. Elles sont en train d'être révisées pour introduire les travaux sans tranchées. Si on se réfère aux travaux de réhabilitation, je fais deux petits focus sur la réhabilitation et sur les travaux neufs. Sur la réhabilitation, vous avez un certain nombre de normes, donc notamment la 11296 qui concerne l'assainissement gravitaire, et ces familles de normes qui concernent l'assainissement gravitaire sous pression, eau potable et le gaz sont présentées de la même manière, une généralité, la partie 1, et ensuite dans les parties de 1 à 8, la présentation des différentes techniques spécifiques. Et donc là-dedans, dans ces normes-là, vous allez retrouver les informations. Donc là aussi, pour structurer l'éventail de solutions envisageables, c'est tout à fait intéressant.
Point très important toujours sur la réhabilitation, vous avez des méthodes de calcul qui s'appellent les 3R 2014, donc ça c'est sur le site de l'AST. Ça vous permet de faire des prédimensionnements des chemisages et des tubages du réseau d'assainissement gravitaire. Et il y a une version pression qui est en cours d'élaboration. Et donc, sans rentrer plus dans le détail, sachez que vous pouvez dimensionner vos réseaux dans ces deux techniques. Toujours en matière de réhabilitation, associé d'ailleurs à la sortie de la méthode de calcul 3R 2014, il y a un certain nombre de fiches qui ont été publiées par l'AST et qui présentent aussi pour chacune des techniques de réhabilitation un certain nombre d'informations où on va retrouver par exemple les travaux préparatoires, par exemple le phasage des travaux, par exemple les modalités de contrôle et donc tout ce qui est relatif à la qualité des travaux. Dernier document qui est sorti sur la réhabilitation, et ce sera mon avant-dernière diapo, c'est 3R 2022. C'est donc le dernier document qui va finir la mise à jour de ce qu'on appelait antérieurement les 3R 2014, recommandations pour la réhabilitation des réseaux d'assainissement. Et donc les 3R 2022, puisqu'elles ont été publiées en 2022 par l'AST, vous donnent pour les réseaux d'assainissement les opérations préalables d'investigation, tout ce qui concerne le diagnostic et la préconisation, et enfin les travaux. Et sur les travaux neufs, et j'en aurais terminé, vous avez un ensemble de guides de la FSTT qui vous permettent, sur les micro-tunnels, sur le forage dirigé, sur le forage à l'intérieur, de rentrer plus avant dans la technique, à la fois en termes de conception et à la fois en termes de travaux. Donc, on a passé un peu de temps là sur les slides sur la conception, parce que la conception est très importante. Donc nous, moi, comme je vous disais, comme le disait notre journaliste, moi je suis Didier Moher, je suis directeur général des services du SIARP, donc maître d'ouvrage. Donc ces critères sur la conception nous permettent de placer la valeur technique en priorité, surtout sur les travaux sans tranchée, parce qu'on demande vraiment une expertise des entreprises et que le chantier soit bien pris en compte. Donc c'est pour ça que tous les résultats des études préalables sont intégrés dans le dossier de consultation des entreprises pour qu'on puisse avoir, que l'entreprise, le groupement d'entreprises puisse avoir toutes les données pour nous faire un bon mémoire technique et pour prouver qu'ils ont bien pris en compte toutes les spécificités du chantier. Après le prix, alors là je vous ai mis 60% pour les valeurs techniques et 40% pour le prix, mais ça peut varier bien entendu en fonction du chantier. Donc, comme le disait Jean-Christophe, donc moi je suis l'animateur de la charte qualité au sein de l'AST. Donc les chartes qualité sont en cours de révision sur les eaux usées, assainissement et eau potable. Donc là je vous ai mis, alors j'aurais dû le mettre après en fait, mais c'est ce que vous pouvez retrouver dans les chartes qualité. Donc c'est un guide en fait, si j'ose dire, la liste des courses de ce que vous devez avoir lors d'une préparation de chantier. Donc avant d'attaquer la partie travaux, donc nous, comme je vous disais, donc le choix du titulaire. Donc on analyse les offres, on passe en commission d'appel d'offres, information CODIA, notification, donc tout ça je vais pas le rappeler. Mais c'est la partie en fait où il nous faut absolument un bon candidat et qu'on ait bien, que toutes les spécificités du chantier soient bien prises en compte. Après, une fois qu'on a le candidat, donc on travaille nous sous charte qualité au SIARP, donc on fait 2 ordres de service. C'est-à-dire l'ordre de service préparation de chantier. Donc là, on définit avec l'entreprise, on reclarifie toute la thématique du chantier, éventuellement un constat d'huissier, validation des documents d'exécution pour qu'on puisse appréhender correctement les travaux. Et seulement si on a bien appréhendé toutes les difficultés, alors après il y a toujours des imprévus, sinon c'est pas un chantier, on fait l'ordre de service numéro 2, donc la réalisation des travaux, le contrôle, les réunions de chantier, donc ça c'est du basique. Et donc après, on attaque le chantier et je laisse la parole à Philippe. Merci. Donc moi je suis Philippe Laguibouche, animateur de l'atelier réhabilitation à la FSTT et puis un vieil entrepreneur. Donc je vais vous parler du cadre réglementaire et qualité dans lequel travaillent les entreprises, avec une liste de qualifications, la marque NF et le label canalisateur. On terminera par une présentation rapide du marché des TSP en 2025. Donc CATEC dans un premier temps, certificat d'aptitude au travail en espace confiné, tout intervenant sur des réseaux en service
ou non d'ailleurs, se doit à nous faire confier de former son personnel et son encadrement. Donc c'est une première qualification obligatoire au même titre que l'AIPR. L'AIPR, c'est l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux qui est délivrée par l'employeur. C'est assez curieux qu'on demande à être AIPR aux opérateurs qui font des travaux sans tranchée, mais il y a certaines techniques qui peuvent être perturbantes pour les réseaux concessionnaires et on oublie toujours les réseaux aériens. Il faut que les opérateurs aient conscience des risques qu'ils peuvent générer auprès des autres concessionnaires. Donc l'amiante est une problématique aussi qu'on retrouve dans le domaine des travaux sans tranchée avec le risque lié à l'inhalation de poussière d'amiante. L'avantage des solutions sans tranchée, c'est qu'on ne fait pas du retrait et de l'encapsulage à proprement parler. Et donc on peut se contenter d'être sous section 4 pour faire des travaux de fraisage ou de réhabilitation en général. Il faut évidemment que notre document unique et que le PPSPS précise quelles sont les mesures de protection mises en œuvre sur ces chantiers-là. Donc intérêt des solutions sans tranchée, on est en sous-section 4. Les identifications professionnelles, ce n'est juste qu'un rappel, mais bon, ça existe depuis des années, c'est géré par la FNTP. Le répertoire de la FNTP a un chapitre, une famille 5, et dans la famille 5, on voit le chapitre 5.2, réhabilitation de canalisation sans tranchée. Grâce à ces identités professionnelles, il est possible de cadrer lors d'un appel d'offres quelles sont les compétences qu'on attend des entreprises qui sont susceptibles de répondre. Donc vous avez les canalisations sans pression supérieure au diamètre 1000, les canalisations sans pression inférieure au diamètre 1000, donc tout ce qui est non visitable, et vous retrouvez la même chose en 5.23 pour les canalisations sous pression. Donc là-dedans, vous trouvez les différentes techniques, classes de techniques que vous êtes susceptibles d'utiliser. C'est à vous de définir en tant que maître d'œuvre, maître d'ouvrage, quelles sont les solutions que vous souhaitez voir proposées. Le label canalisateur, donc je suis aussi membre de la commission label à canalisateur, donc c'est un label qui existe depuis plus de 30 ans. Il a subi plusieurs évolutions, il est maintenant dématérialisé en ce qui concerne les demandes. Vous avez 5 labels, donc ce qui nous intéresse ici aujourd'hui, c'est le label réhabilitation. Il atteste de la compétence et du professionnalisme d'une entreprise. J'ai le président qui est à ma gauche, donc je suis censé pas dire de bêtises. Il atteste de la compétence et du professionnalisme d'une entreprise pour réaliser une prestation de pose ou de réhabilitation de canalisation. Il a une durée de validité de 3 ans et il est délivré pour une commission mixte, maître d'ouvrage, maître d'œuvre public et privé et professionnel. Donc il y a une notation, en dessous de 11, le label n'est pas attribué, et puis le label, en fonction du niveau de performance, sera soit engagé, performant ou excellent. La marque de qualité NF390, Jean-Christophe en a parlé tout à l'heure, donc un certain nombre d'entreprises sont certifiées avec leurs produits sous marque de qualité NF390. Je ne rentrerai pas dans le détail. Ce système-là permet de garantir la qualité de la mise en œuvre, de la fabrication des produits et le respect des valeurs minimales garanties dans les documents techniques d'application. Donc après avoir fait le tour des différentes qualifications spécifiques aux travaux sans tranchée, on peut considérer qu'on est dans le cadre d'un marché mûr. Ça fait à peu près 30 ou 40 ans qu'on fait des opérations de chemisage. Si je prends cet exemple-là, le chemisage polymérisé en place, vous avez 18 chemisages sous documents techniques d'application, 44 chemises sous marque de qualité NF390, 19 entreprises détenant un label réhabilitation, et ce sont près de 500 km de chemisage de réseau qui sont réalisés par an. Donc ces techniques sans tranchée sont des techniques opérationnelles avec un retour d'expérience de plus de 40 ans, un cadre normatif et réglementaire bien en place, au point qu'on peut donc espérer que ce linéaire va encore progresser par rapport aux besoins et que Canalisateur est en train de mettre en place un certificat de qualification professionnelle pour les opérateurs de réhabilitation. Ce qui nous manque maintenant, ce n'est pas du matériel, c'est des opérateurs pour faire des travaux. Après ces travaux-là, il faut les contrôler. Alors donc, une fois qu'on a fait les travaux, donc on passe à la réception, donc on est à la dernière phase de notre chantier.
Alors comme le disait Jean-Christophe, en fait, je ne vais pas détailler toute la réception, mais c'est juste pour vous donner un panel et que vous ayez les informations qu'on vous enverra, que Idealco vous enverra par mail. Donc on a 3 fonctions à contrôler, la structure, l'étanchéité et le fonctionnement, bien entendu. Hein, c'est des ouvrages neufs ou en réhabilitation, donc le but c'est que le fonctionnement soit optimisé. L'étanchéité pour voir ce qu'on a fait, si tout est ok, si on n'a pas de déboîtage, enfin des choses qui pourraient engendrer des exfiltrations et des infiltrations. L'idée c'est qu'on reparte sur une canalisation qui fait office de transport des effluents. Donc on a plusieurs, alors je ne sais pas si vous voyez bien, on vous a dressé un tableau en fait de ce qui est indispensable en fonction du type de fonction que l'on recherche. Donc ce tableau vous permet d'avoir vraiment par type de fonction les inspections, les tests que vous devez faire sur vos travaux. Pareil, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous aurez tout loisir de regarder ça calmement chez vous. Donc comme le disait Jean-Christophe, vous n'êtes pas seul, donc on va vous présenter le club de maîtres d'ouvrage du Centre Tranché, et il y a tout ce qu'il faut dans la littérature. Donc le fascicule 70 titre 1 pour les ouvrages à écoulement libre, et le fascicule 71 qui répertorie en fait les tests qui sont obligatoires, facultatifs et conseillés. Donc là c'est pareil, je ne vais pas vous détailler tout le tableau, mais vous voyez que dans la littérature vous avez tous les outils dont vous avez besoin pour vous aider et faire en sorte que la réception se passe bien. Car ça peut être souvent source de tension. C'est pour ça que c'est important, et la FSTT s'associe à l'AST dans ce domaine, avec la révision des chartes qualité, c'est d'associer les acteurs dans la réalisation du chantier, donc le contrôle des réceptions, donc les organismes de contrôle, c'est important qu'ils soient associés dans le chantier pour que les tests de réception se passent pour le mieux possible. C'est bien souvent, on peut en parler, c'est des fois synonyme de tension parce qu'il peut y avoir des non-conformités qu'on n'a pas forcément vues et ça engendre des reprises de chantier et c'est un peu compliqué. Donc là je repasse en fait les tests qu'on en a besoin avec des organismes accrédités par le COFRAC. Donc ce que je disais, les contrôles à l'avancement, pour pas, une fois que le chantier est terminé, on se dise tiens, il y a des fuites, il faut tout refaire, parce que des fois les enrobés peuvent être étalés et ça engendre des grosses difficultés. Et donc les tests après sont envoyés à l'agence de l'eau ou à différents financeurs, comme le conseil départemental selon les régions, et pour qu'on puisse avoir les soldes des subventions si le chantier bien entendu est éligible aux subventions. Et donc pour terminer, donc ça c'est le dernier dossier, c'est le dossier des ouvrages exécutés qui est bien souvent mis de côté par les maîtres d'œuvre, maîtres d'ouvrage. Alors j'exagère forcément, mais souvent il n'est pas complet, on n'a pas toutes les informations. Le dossier des ouvrages exécutés, c'est vraiment ce qui a été réalisé sur le chantier, s'il y avait eu des difficultés. Donc c'est vraiment, ça retrace en fait toute la vie du chantier et ça permet d'intégrer les plans dans notre système d'information géographique. Donc vous n'êtes pas seul, et donc là je laisse la parole à Alain Préval. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc je me présente, je suis un peu le local de l'étape. Hein. Je suis un ex de Rennes Métropole. J'étais en charge d'un grand bureau d'études en régie, donc sur l'aménagement des espaces publics. Et j'avais participé au premier carrefour de l'eau ici. On était en fin de compte peut-être 10 ou 15 à l'époque. Alors vous voyez que c'est un grand succès. Moi je suis là aujourd'hui pour permettre en fin de compte aux maîtres d'ouvrage d'être formés, sensibilisés sur l'intérêt des techniques sans trancher, dans le contexte économique, développement durable que l'on a connu et des transferts de compétences, en fin de compte, on nous amène aujourd'hui à gérer parfois des patrimoines qui n'ont pas été renouvelés ou amortis. Et en fin de compte, l'intérêt, c'est effectivement former, sensibiliser les maîtres d'ouvrage sur des techniques qui peuvent faire un peu peur. On a vu là que c'est hyper technique. L'idée, c'est de vulgariser en fin de compte un dialogue entre son maître d'ouvrage et son maître d'œuvre en amont d'un chantier pour vraiment justifier de l'intérêt ou pas d'aller sur les sans tranchées. Donc on a créé il y a 2 ans à peu près donc un club de maîtrise d'ouvrage sans tranchées où en fin de compte on a des maîtres d'ouvrage, des assistants à maîtrise d'ouvrage et des maîtres d'œuvre plus particulièrement en régie qui assistent en fin de compte de manière régulière avec des webinaires qu'on organise en visioconférence tous les 2 à 3 mois sur des sujets donc très pointus qui ont après en fin de compte à toute la période de conception ou de réalisation avec des experts donc sur les sujets en eau potable, en assainissement
Et je pense qu'on développera cet intérêt aussi pour le gaz, pour le chauffage urbain, parce que ce sont en fin de compte des techniques aujourd'hui qui sont utilisées par ces spécialités-là. Donc pour faire connaître en fin de compte ces formations, etc., donc on a instauré ce club de maîtrise d'ouvrage avec le but que j'ai pu vous dire assez sommairement, mais que vous pouvez découvrir sur cette diaporama. Et en fin de compte, l'organisation du CEMOST, en fin de compte, je suis le référent. On a un comité consultatif que vous voyez défiler là, et on a en fin de compte Didier Moers qui est très actif sur le sujet avec nous. Et puis on a à côté de nous des assistances opérationnelles pour organiser en fin de compte ces webinaires et toute cette logistique. On a une plateforme communautaire, donc si vous allez sur le site en fin de compte de la FSTT, vous allez découvrir cette plateforme d'échange où en fin de compte vous allez pouvoir retrouver tous les webinaires qu'on peut organiser donc avec la FSTT. Vous allez pouvoir échanger et dialoguer avec tous les membres de la FSTT qui sont partie prenante donc, de ce CEMOST-là. Et vous pourrez poser des questions sur un sujet qui a trait à votre collectivité, à un chantier particulier, et on pourra vous apporter des réponses. Alors, voilà, j'ai terminé parce que en fin de compte c'était très court, mais l'idée vraiment, donc, par rapport à ce que j'ai vécu moi aujourd'hui, donc pendant que j'étais à la métropole, c'est qu'on a parfois des organisations qui sont très différentes d'une collectivité à une autre. La nôtre était assez particulière parce qu'on avait la séparation de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre. Bien souvent, vous n'avez pas forcément des maîtres d'ouvrage spécialisés sur ces techniques-là, qui sont très pointus et qui font un peu peur. Donc l'idée, c'était de vulgariser donc, un dialogue entre ce maître d'ouvrage et son maître d'œuvre. Et avant que je parte, on avait élaboré un outil d'aide à la décision qui est très factuel et qui permet de poser des questions pertinentes à un maître d'ouvrage sur l'environnement, le contexte, les prix, les délais, ce qui permet en fin de compte d'orienter le choix de la technique qui sera utilisée pour un chantier. Donc voilà tout l'intérêt du CEMOST, c'est effectivement de sensibiliser, d'informer et par la suite de former les maîtres d'ouvrage, parce que vous avez pu le voir, on vous a présenté pas mal de diaporamas, mais c'est assez technique, donc ça nécessite quand même un minimum d'accompagnement et de formation. Et je terminerai pour dire qu'en fin de compte, on a parlé du choix des entreprises, mais c'est hyper important d'avoir aussi un maître d'œuvre compétent sur le sujet, parce que c'est quelque chose de très pointu. Et moi, pour avoir fait plusieurs gros chantiers à Rennes sur les techniques sans trancher, c'est important aussi d'avoir des assistants à maîtrise d'ouvrage qui accompagnent, sécurisent un maître d'ouvrage dans les phases de conception et de réalisation. Donc voilà, j'ai terminé pour les concepts. Merci beaucoup pour cette présentation, merci à tous. Est-ce qu'on a des questions parmi le public? Petite question? Oui, monsieur? Gilles Durat, président du syndicat des contrôleurs de réseau. À la présentation des contrôles au Café Didier, j'ai trouvé qu'il manquait, si je puis me permettre, le contrôle des caractéristiques mécaniques des gaines telles qu'elles doivent être apposées conformément au fascicule 70 titre 1. Je ne l'ai pas vu. On est passé rapidement, mais c'est dedans. Voilà, je pense que si on peut revenir sur cette page, je vous aurais le contrôle des caractéristiques mécaniques. Oui, mais c'est dans le. Je ne sais pas si tu as vu, c'est dans le tableau, je passais vite fait, mais c'est important que tu en parles parce que effectivement ça fait partie des tests obligatoires. Donc les points de flexion des caractéristiques de gaine. Donc non, c'est dans le tableau, je te rassure. Alors on va l'envoyer de toute façon comme je l'ai dit, et tu me rappelleras si jamais c'est pas dedans. Merci. Une autre question? Non, je vais juste je vous en prie. On organise un webinaire spécifiquement là-dessus sur une charte qualité vers la réception des chemisages effectivement avec le CSTB. Donc ça peut vous rassurer. Les gens qui sont intéressés peuvent assister à ce webinaire dans une prochaine journée technique via un webinaire. Alors la FSTT, c'est une association de travaux sans tranchées. Moi j'aime bien qu'on rappelle les bases. Quels sont les avantages finalement des travaux sans tranchées? Avantages. Merci. Alors, écoutez, quels sont les avantages? Alors, ce sont des avantages d'abord économiques. On arrive à réaliser des opérations de chemisage, de rénovation, de canalisation pour des coûts bien moindres d'un point de vue coût direct que des travaux traditionnels. Ensuite, il y a l'aspect environnemental, évidemment. On économise beaucoup au niveau du bilan carbone, au niveau de... On est à peu près à 10% de gaz à effet de serre par rapport à des travaux traditionnels. On n'a pas besoin de rapporter du remblai neuf, on n'a pas besoin de faire des transports en camion, donc tout ça, ça fait économiser énormément. Et puis l'aspect sociétal, où on est beaucoup moins perturbant, évidemment, pour l'environnement, pour les riverains, pour l'exploitation des industries tout au long des réseaux qu'on doit réhabiliter.
Bon, Didier aurait pu vous répondre aussi, puisqu'il a un marché, je sais très bien qu'il a un marché de l'habitation sans tranchée, donc il a certainement eu des explications pour le justifier. Oui, oui, mais je voulais te passer la parole par rapport à l'entreprise qui réalise les travaux. Donc moi, nous, en tant que maître d'ouvrage, on y trouve énormément d'avantages. Enfin, comme le soulignait Philippe, d'un point de vue environnemental, on n'a pas du tout de déblais quasiment, il y a moins de gêne. Et il y a souvent, on n'a pas le choix que de passer par le centre tranché. Nous récemment, on doit passer sous une voie SNCF. Enfin, on ne va pas couper avec une tranchée la voie SNCF. Pareil, on a fait un forage dirigé sous un carrefour où c'était une toile d'araignée de concessionnaire. On ne pouvait absolument pas faire de tranchée. Donc la solution sans tranchée, des fois, on n'a pas le choix que de faire des travaux sans tranchée. Mais du coup, peut-être d'où l'importance de souligner l'importance des études préalables. Oui, donc en fait, c'est pour ça qu'on a passé un peu de temps avec Jean-Christophe sur la partie études, car ces travaux, on l'a souligné, c'est très spécifique, ça demande une grande technicité, et c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de négliger les études préalables, c'est-à-dire les études de sol, voir comment se comporte le sous-sol, et toutes les études préalables que l'on peut faire pour qu'on puisse border au maximum le dossier technique dans le cadre de nos appels d'offres. Et est-ce qu'un des rôles de la FSTT, c'est justement d'aider les maîtres d'œuvre, les maîtres d'ouvrage dans ces études? Ouais, alors, j'en ai parlé tout à l'heure. Nous, à Rennes, on a fait vraiment 2 grands chantiers très importants en centre-ville, un microtunnelier en 1800, etc. Quand bien même on avait une compétence sur le sujet, on s'est aperçu qu'en fin de compte, il y a des impondérables dans tous les travaux, et plus particulièrement dans la géotechnique dont vient de parler Didier dans le cadre des études préalables. On peut être amené effectivement à avoir à gérer des problématiques de conception, notamment dans les appels d'offres, comment choisir et comment vérifier que le maître d'œuvre et que l'entreprise ont bien répondu à toutes les exigences normatives qu'on a pu montrer. Puis en phase de travaux, on peut avoir des impondérables et on peut avoir à gérer aussi des contentieux avec des entreprises, etc. Et c'est important d'être accompagné par un assistant maîtrise d'ouvrage. Moi, je l'ai eu à 2 reprises. Et en fin de compte, ça a permis effectivement de sécuriser, de minimiser l'enveloppe en fin de compte des réclamations qui pouvaient être faites par une entreprise. Donc ça, je pense que c'est hyper important. Et permettez-moi de revenir sur la première question que vous avez posée, qui n'est pas du tout celle qui a été évoquée. Et que quand nous, on a eu le transfert de compétences en assainissement il y a quelques années dans le cadre de la loi MOP, la collectivité a été amenée à récupérer tout un patrimoine autour de Rennes, notamment dans le domaine de l'assainissement pluvial. Il y avait de l'amiante-ciment, pas du tout entretenu, etc. Et à l'époque, même si on avait des vertus de dire on veut préserver les générations futures, on va les remplacer, on va faire une tranchée assez nouvelle, etc. Le contexte économique qui est venu là-dessus avec la nécessité de maîtriser le prix de l'eau, on a revu la copie et en fin de compte, on a recours aujourd'hui, quand l'amiante-ciment n'est pas déstructuré, à faire des chemisages qui coûtent beaucoup moins cher et qui maîtrisent le prix de l'eau. Donc ça, c'est un phénomène aujourd'hui qui est de plus en plus vrai, le contexte économique, le contexte social, on l'a dit, et le contexte développement durable de manière générale, parce que quand on intègre le coût global d'une opération, on s'aperçoit qu'effectivement, c'est hyper compétitif dans toutes les configurations, mais c'est hyper compétitif. Merci. Je vais rajouter quelque chose. Oui, si vous voulez en savoir plus sur les techniques sans tranchée, demain à 13h sur le stand de canalisateur, il y aura une présentation qui durera une demi-heure sur des techniques en plein essor, les techniques sans tranchée. Donc vous pourrez venir demain pour avoir à plus 13h. de précision. Ok. Est-ce qu'on a une autre réaction dans le public? Ah, monsieur. Bonjour, ça concerne la note du label réalisateur. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus comment est notée et est-ce que cette note est accessible pour un maître d'ouvrage par exemple? Alors non seulement elle est accessible à un maître d'ouvrage, mais ce sont suite à la notation de maître d'ouvrage qu'on peut en particulier donner une note. Hein. Il y a une enquête qui est faite auprès de maîtres d'ouvrage qui vont répondre en donnant... En fait, l'attribution de ces labels se fait par une commission paritaire qui analyse les dossiers remis par les entreprises. Ces dossiers comportent différents éléments. Donc, effectivement, un retour des maîtres d'ouvrage qui sont faits donc, par canalisateur qui interroge directement les maîtres d'ouvrage sur les chantiers qui ont été proposés par l'entreprise. Donc c'est sans intervention directe de l'entreprise. Et ensuite un certain nombre d'éléments relatifs donc, à la qualité, à la sécurité, à l'insertion,
qui sont au développement durable également, donc qui sont analysés dans un dossier qui est constitué par l'entreprise, analysé par la commission. Et enfin, donc, on attribue le label. On attribue le label donc, en analysant tous ces éléments. Voilà. Donc pour savoir si l'entreprise est labellisée, c'est très simple. Aujourd'hui, le label canalisateur avec le parcours RSE figure sur la carte professionnelle de l'entreprise. Donc, un document qui est édité par la FNTP, qui va recenser toutes les qualifications dont Philippe a parlé tout à l'heure, qui sont liées aux compétences de l'entreprise dans tous les domaines. Et donc vous avez un QR code qui vous donne l'information sur le parcours RSE d'une part et sur le label d'autre part. Donc c'est une information qui est tout à fait lisible et disponible en consultant l'identité des entreprises. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a une dernière question peut-être? On est bon? Ok. Merci beaucoup à tous les quatre pour votre présence. Donc la FSTT, Association des travaux sans tranchées, il n'y a pas de stand, mais il reste dans les environs si vous avez envie d'échanger avec eux. Merci à tous et bon appétit.